Cette semaine, les accros du micro reçoivent Michel Charette. Michel Charette, tu es né le 2 février 1970 à Montréal. Tu es comédien, auteur, metteur en scène. Tu as fait le Conservatoire d'art dramatique de Montréal, diplômé en 1992. En télévision, on pense à plusieurs rôles marquants dans des émissions et des séries à succès comme Radio Enfer, Les Boys, 30 Vies, Les Pays d'en haut, District 31 et tout récemment, Le Bonheur. Au cinéma, tu as joué dans une quinzaine de longs métrages, dont Les Boys, très bon film de hockey. Je me mets petit perso. Tu as aussi joué au théâtre. On a pu te voir dans Les Voisins, Ladies Night, que tu as joué plus de 800 fois et dernièrement, Le Vrai Monde de Michel Tremblay. Nomination pour à maintes reprises dans les galas. Tu as remporté le Gémeaux du meilleur premier rôle masculin dans une série dramatique en 2020 et 2021 pour ton personnage de Bruno Gagné dans District 31, ainsi que l'artiste de la personnalité masculine de l'année en 2020. Michel Charette, bienvenue aux accros du micro et merci d'être avec nous. Ben, ça me fait grand plaisir. Merci de l'invitation à vous autres. C'est cool. Ça fait... C'est une belle bio, ça. J'écoute ça, et mon Dieu, j'ai fait des affaires. Un petit peu. C'est juste un mini résumé parce que justement, ça fait 30 ans que tu fais ce métier-là. Puis quand on regarde ton CV, depuis 1992, chaque année, tu as eu un ou plusieurs projets, ce qui n'est pas le lot de tous les artistes. Est-ce qu'il y a eu des périodes, malgré tout, à travers ces années-là, où tu as douté que tu allais pouvoir avoir une longue carrière? Ben, écoute, ça fait 30 ans que je fais ce métier-là. À chaque année, on doute, on ne sait jamais. Tu sais, je veux dire, c'est fragile, c'est éphémère. On est des travailleurs autonomes, ça peut finir demain matin. Moi, j'essaie de jamais oublier d'où je viens. J'essaie de toujours apprécier chaque projet qui se présente à moi, pardon. chaque projet qui se présente à moi comme si c'était le dernier. Donc, j'y mets tout mon âme, tout mon cœur, tout mon être là-dedans. Honnêtement, je suis un privilégié parce que depuis 30 ans, j'ai jamais eu besoin de faire autre chose que ça dans la vie. J'ai toujours gagné ma vie en faisant le métier que j'aime. À la base, je suis un interprète. J'ai étudié au Conservatoire d'art dramatique de Montréal en interprétation. Puis après ça, bien évidemment, quand des portes qui s'ouvrent, ben là, j'ai commencé à écrire avec mon meilleur ami François Chénier. Nos projets ont bien fonctionné. Là, je développe des projets. On m'écoute davantage. Tu vois, cet été, je vais faire de la radio, quelque chose que j'ai jamais fait. C'est un médium que je connais pas, en fait, que je connais parce que j'en ai fait beaucoup, mais comme invité, mais comme animateur, j'en ai jamais fait. Donc, tu sais, je fais mes devoirs, j'assiste à des émissions en direct pour regarder l'animateur travailler, je prends des notes, je fais des pilotes. Je travaille fort parce que je suis un travaillant dans la vie. J'ai pas ça aisément, tu sais, je veux dire, j'ai un certain talent, mais il faut que je travaille quand même dans la vie beaucoup pour arriver à un résultat que moi, je veux. Fait que, mais j'ai jamais eu d'inquiétude par rapport à bien gagner ma vie avec ce métier-là. Tant mieux, jusqu'à date, ça va bien. Puis pour les prochaines années, ça regarde bien aussi parce qu'avec les projets qui sont sur la table, je suis privilégié, là. Mais est-ce que tu as déjà eu un plan B? Tu as quelque chose en arrière dans ta tête qui dit, OK, si jamais ça ne fonctionne pas, voici une voie de sortie ou une autre chose que j'ai envie de faire peut-être? Je voulais tellement que ça marche que j'ai jamais pensé à un plan B. Des fois, c'est la bonne affaire aussi. Fait que j'ai jamais pensé à une affaire. J'aurais pu... vers l'âge de 18-19 ans, mon père avait une business, il était courtier d'assurance, puis il avait beaucoup d'employés. Puis, tu sais, ça roulait bien ses affaires. J'aurais pu hériter de ça sur un plateau d'argent, mais j'aurais tellement été malheureux de faire ça que moi, j'ai fait à mon père, j'ai dit, écoute, garde pas la business pour moi parce que c'est sûr que je ne serai pas ta relève. Puis mon frère, lui, il étudie en médecine, c'est un médecin chirurgien qui pratique aux États-Unis. Donc, on n'était pas les meilleurs candidats pour suivre la tradition familiale parce que mon grand-père était dans les assurances, mon père était dans les assurances. Et moi, j'ai fait, pas si je fais ça, je vais être hyper malheureux. Je vais être un acteur. C'est ça que je veux faire dans la vie, tu comprends? As-tu été bien à l'écoute de ça? Non, ça a été super. Ouais. Écoute, c'est sûr qu'au début, ça l'a shaké un peu parce qu'il avait vraiment pensé avoir la relève. Mais à un moment donné, il a fait, bon, mais c'est ça que tu veux faire, tant mieux. Je vais t'aider. Tu sais, je veux dire, c'était beaucoup de sous à l'époque, mais je n'avais pas eu besoin d'avoir des prêts étudiants parce que mon père a payé mes études. Je restais chez nous. Donc, ça ne m'a pas coûté de logement. Et mon père me donnait de l'argent pour mes besoins personnels. Tout ça fait que ça a été facile pour moi, mes études. Tu comprends? Je n'ai pas eu, en finissant le conservatoire, 30 000 de prêts à rembourser. Puis tout ça, je n'avais pas cette pression-là. Ouais. Tu comprends? Fait que le métier, j'ai commencé le métier, ça a été relativement facile parce que j'avais une aisance financière qui était là pour la première année sans me casser la tête. Genre, il faut que je trouve de la job.
comme la majorité de mes amis, travaillaient dans des bars, des restaurants, étaient serveurs. C'est ça, j'ai pas eu besoin de faire ça. J'ai pas eu ce besoin-là. Tu sais. Souvent, ça devient un cercle vicieux parce que, comme tu dis, on a des dettes, on doit travailler pour pallier à ça. Puis là, on se laisse embarquer dans cette quotidienneté-là. Dans cette spirale-là, exactement. Tout à fait. Fait que c'est ça, ça a été une belle opportunité de pouvoir te concentrer là-dedans. Absolument. Puis dès le départ, j'ai commencé, dès que j'ai fini mon conservatoire, j'ai tout de suite eu des offres de travail. Fait que j'ai tout de suite commencé à travailler. Évidemment, je ne faisais pas des salaires mirobolants, puis j'en fais pas plus aujourd'hui, là, entendons-nous, mais je faisais des salaires assez corrects pour subvenir à mes besoins, puis pas être obligé d'aller faire une job à côté. Puis évidemment, ben là, ça a continué. Puis évidemment, là, tranquillement, pas vite, il y a eu des rôles plus importants qui se sont imposés. Puis là, ben, tu rencontres des gens. Puis souvent, dans ce milieu, tu travailles souvent avec les mêmes personnes. Tu sais, il y a des gangs qui se forment. Ouais. Fait que j'ai été extrêmement privilégié, puis j'ai rencontré des bonnes personnes vite dans ma carrière, jeune dans ma carrière, fait que ça m'a aidé. Puis il y a des gens qui ont eu confiance en moi assez rapidement. Tu sais, je pense que dans ce métier-là, on a tous une chance, il faut juste la saisir, parce que tu n'en as pas deux des fois. Tu en as une, si tu es chanceux, tu vas en avoir une deuxième, mais manque-la pas. Ouais. Fait que c'est ça. Puis tu sais, c'est pas sorcier. Là. Le métier, là, ici, là, le milieu, il est gros de même. Tu sais, on se souvient qu'on travaille toujours avec les mêmes personnes. Fait que ma job à moi, c'est de savoir mes textes, d'arriver préparé, de ne pas faire chier personne, de ne pas être en retard, puis de faire ma job convenablement. Si tu as ces éléments-là qui sont là, je pense que ça peut bien aller pour tout le monde. En parlant justement de que tu n'as jamais eu à chercher Radio Enfer, on va revenir sur cette période de ta vie. Je ne sais pas si maintenant tu aimes encore en entendre parler ou pas. Moi, je suis né en 95, fait que c'est sûr, à cette année-là, je ne l'ai pas écouté, je l'ai écouté tout le temps. Plus tard, à VRAC TV. Moi, je n'ai pas connu Canal Famille. Je suis quand même très jeune. Jean-Loup, le hot dog Duval, le fameux rap des aliments. Est-ce que c'était du one take, ça? La prise qu'on voit dans l'émission, c'est vraiment un one take parce qu'on fait, dans le temps de Radio Enfer, on faisait deux émissions. On avait la chance de faire deux émissions. La même émission, mais 2 fois dans la journée. Vu que c'était enregistré devant le public, on le faisait devant 2 publics différents. Fait que, mettons, on faisait un premier show le matin. Là, on dînait. Là, le metteur en scène nous donnait des notes. Des fois, on coupait des scènes parce que c'était trop long, peu importe. Et on refaisait le même show, mais devant un deuxième public. Et là, le deuxième public était gâté parce que nous, on avait plus de beats. On savait où les gens étaient pour rire. On se connaissait plus. Des fois, on se permettait des petites improvisations, des choses comme ça. Le rap des aliments, c'est vraiment un one take. C'est vraiment le deuxième show. Puis dans la chanson, à un moment donné, je fais tac, 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 c'est parce que je me souvenais plus des paroles. J'ai vraiment eu un blanc, mais j'ai fait, ça va trop bien. C'est pas vrai que je vais arrêter pour la recommencer. Ça marchait. Ça a fonctionné. Je n'étais pas supposé de faire la split à la fin. Je l'ai faite. Et ça a été viral. À un moment donné, bon, à l'époque, évidemment, Facebook, Twitter, toutes ces affaires-là n'existaient pas. Non. Donc, quand ça a été repris sur YouTube, il y a des gens, à un moment donné, qui l'ont mis sur... C'est encore viral. Je me le fais demander à tous les jours. Oui, c'est une scène culte là, de Radio Enfer. Absolument. Puis, je ne l'ai jamais refait, sauf dans un gala de Phil Roy il y a 3-4 ans à peu près. Comme dire. Puis l'année passée aussi, j'ai animé un gala avec Gilda Roy, puis j'ai refait le rap des aliments. Mais, tu sais, Radio Enfer, tantôt, tu m'as demandé, es-tu tanné de t'en faire parler? Je ne me tannerai jamais de me faire parler de Radio Enfer parce que c'est un peu ça qui m'a mis au monde aussi. Tu sais, je veux dire, pas tant pour le public, mais plus pour les gens du milieu, parce qu'il y avait énormément de réalisateurs, de producteurs, d'acteurs qui écoutaient Radio Enfer avec leurs enfants. Fait que c'est comme ça que ces gens-là m'ont connu. Et le metteur en scène de ce show-là, celui que j'appelle mon mentor, c'est Louis Saya, qui a parti Radio Enfer. Et c'est à cause de Radio Enfer qu'il m'a pris sous son aile pour me faire jouer dans les Boys. Il me dit, écoute, je suis en train de lire un scénario de film qui s'appelle Les Boys. Je pense à toi pour faire le fils dans le show. Le père, ça serait Rémi Gérard, puis tout ça. Tu sais, physiquement, ça se pouvait. On était 2 gars bien portants, puis tout. Écoute, j'ai 25 ans. Là. Moi, je chie littéralement dans mes culottes quand il m'annonce ça pour me dire, oui, ça va marcher. Ah, OK. J'ai pas eu besoin de faire d'audition. Il m'a donné le rôle. Le producteur ne me connaissait pas trop, Richard Gaudreau. Mais sa femme me disait, oui, je le connais, j'écoute Radio Enfer avec les enfants, puis bon, il est très bon, puis tout ça. Fait qu'il a fait, OK, je te fais confiance, Louis, ça va être lui. Et fait que ça a été ça. Puis quand il s'est mis à me dire, ben, tu vas jouer avec Rémi Gérard, Marc Messier, Paul Hood, Yvan Ponton, Serge Thériault, je faisais, ben là, comment je vais faire pour accoter ces gens-là, tu sais. Puis il m'a dit, écoute, si je te prends, c'est parce que je sais que tu vas être capable de faire la job. Mais c'est quand... toi pas, tu sais. Fait que moi, je te donne mon appui, puis tout ça. Puis Rémi Gérard a été formidable aussi. La première journée de tournage, il m'a parlé, il m'a dit, je suis content que ça soit toi qui fasses mon fils. Je t'écoute dans Radio Enfer avec mon fils.
t'es drôle, t'es formidable, t'es vrai, on va faire un beau duo. Puis s'il y a de quoi, parle-moi, on va se parler. Puis tout ça. Fait que ça a été un charme de commencer mon premier gros contrat, je te dirais, avec Rémi Gérard. Là, tu sais. Ben c'est quand même fou comment les as sont alignés parce que même toi, tu le disais dans certaines entrevues, à Radio Enfer, ton personnage, c'était secondaire, là, il était juste là pour quelques scènes. Il était là pour quelques... T'as fait 4 ans sur 6 ans. J'ai fait 4 saisons, je faisais 26 épisodes par année, j'ai faisais tout. En fait, moi, j'ai fait le pilote parce que c'était supposé être ma sœur qui a un rôle quand même assez important, puis elle deviendrait la blonde de Carl, puis tout ça. Mais au pilote, mon personnage, bon, c'est un personnage payant artistiquement, on s'entend, là. C'était lui puis Léo, les 2 scoreurs du show. Puis au pilote, après ça, ils ont fait un focus group, c'est-à-dire qu'ils ont montré l'épisode à des jeunes, puis mon personnage a tellement marqué que les jeunes ont dit hey, lui, il est drôle, ils ont fait ben là, on va le garder puis on va le développer. Fait que c'est comme ça que ça a marché parce que je n'étais pas supposé être là plus que ça. Mais bon, on a tellement eu de plaisir à faire ça. Une symbiose, tu sais, Robin, c'est un bon ami encore à moi. Rachel, on se voit. François, c'est mon meilleur ami dans la vie. Micheline, c'est la même chose. Malheureusement, Pierre, voyons, celui qui faisait le gros dit rouge en blanc. Pierre Claveau est malheureusement décédé. Mais sinon, tout est. Ça a été. Tu sais, ça marche encore. C'est jamais sorti des ondes. C'est encore présent sur soit VRAC, sur Illico, sur UniTV, sur Prise 2. Ça roule continuellement. Puis, bon, toi, tantôt, tu parlais, Alex, que tu étais trop jeune, mais tu as fait les reprises. C'est encore ça. Je veux dire, les jeunes aujourd'hui de 35 ans qui l'écoutaient à l'époque, là, ils écoutent ça avec leurs enfants. Suit. Il y a des générations qui suivent. Fait que je me tannerai jamais de me faire parler de Radio Enfer. Après un jeune étudiant, on parle d'un jeune hockeyeur, Popol, Léopold. Ton rôle, moi, pour elle, t'étais mon personnage préféré dans les Boys. Là, je trouvais ça tellement drôle. Personnellement, j'ai un peu plus aimé les films que la série. Je trouvais que ça avait du punch. Et justement, en 2005, dans le film Les Boys 4, tu as joué avec des légendes du hockey. Ouais. Et depuis le 22 avril dernier, Guy Lafleur nous a quittés une semaine après Mike Bossy. Tu as partagé la glace avec ces 2 légendes-là en 2005 pour le film Les Boys 4. Est-ce que tu as une anecdote sur ces 2 légendes? Ben écoute, je vais me péter les bretelles un peu, mais je faisais beaucoup rire Guy Lafleur. Oh. Pendant les takes, mais entre les takes aussi, tu sais, on niaisait, puis tout ça, puis il me trouvait drôle, puis il me disait, hey, il est drôle, lui, il est bon, puis tout ça, puis tu sais, la gentillesse, puis l'humilité de ce gars-là que tout le monde a véhiculé des messages, c'est vrai, c'est un gars super smart. Puis, je ne sais pas si je devrais compter ça, mais je vous le dis pareil. Il n'y a pas de problème. La seule note qu'ils nous ont donnée, c'est qu'il ne faut pas toucher aux cheveux de Guy. Parce qu'à l'époque, il n'était pas parole de Airfax. Oui. Lui, il était super tout le temps bien payé. Il était formidable. Puis, c'est pas lui qui est venu nous voir pour nous dire ça, c'est la production qui nous a dit écoute, on aimerait mieux que, si maintenant il compte un but, passez-y pas la main dans les cheveux, puis tout ça. L'image devait rester. Mais c'est pas lui qui nous a imposé ça, loin de là. Puis Mike Bossy aussi, je l'ai connu plus jeune parce que quand il a pris sa retraite, très jeune, à 31 ou 32 ans, il voulait avoir un chalet isolé pour avoir la paix, pour passer du temps avec sa famille. Et il est venu à mon chalet parce que mon père avait un chalet dans les Laurentides. Puis il connaissait Pierre Kramer, qui était un ami. En tout cas, bref, ça passe de loin. Et Mike Bossy est venu passer une semaine à mon chalet. On n'était pas là, évidemment, mais mon père, il a passé le chalet pour qu'il puisse se reposer, puis tout ça, tu sais. Puis ça fait que je me souviens de ça, mais après ça, je l'ai connu sur le tournage des Boys. Lui aussi, c'était un gars immensément sympathique. Mais c'était des gars qui avaient tellement de talent, même à leur âge, même à la retraite. C'était fou. Guy Lafleur, il me faisait une passe, il ne me regardait même pas. Tu ne savais jamais quand est-ce que la rondelle était pour arriver sur ta palette. Tu sais. Mais tu parles de Guy Lafleur, Mike Bossy, on a quand même côtoyé Raymond Bourque, Yvon Lambert, Pierre Mondou, Stéphane Richer, Simon Gagné, Martin Brodeur. Oui, justement, c'était vraiment les Boys contre les légendes. C'était vraiment ça. C'était gros, là. Puis c'était énorme comme tournage, mais tu sais, on a quand même côtoyé ces gens-là pendant 2-3 jours à jouer au hockey avec eux autres, à triper, puis ils étaient là à la première du film aussi, tu sais. Ça a le été rêve de beaucoup de monde, peut-être. Oui, tout à fait. J'ai des super belles photos, et avec Guy Lafleur, et avec Raymond Bourque, et j'ai une photo avec tous les gars. Je suis tout seul, petit cul des boys qui sont là. Je suis entouré de toutes les légendes, puis Raymond Bourque, il me met son poing d'en face. Écoute, c'est une photo que je vais chérir toute ma vie. C'est précieux, très précieux. J'ai fait encadrer ça, puis c'est magnifique, c'est vraiment très, très beau. On ne peut pas passer sous silence les dernières années de District 31. Là, ça a été, dans les dernières semaines, une espèce de
De Ron Marais, là. Oui, de Ron Marais, pardon, effectivement, parce que là, les entrevues se sont enchaînées, les émissions spéciales, tout ça. Donc, gros tourbillon. Est-ce que le personnage de Bruno Gagné a été vraiment un personnage chouchou, du public québécois. Les gens ont adopté rapidement ton personnage. Est-ce qu'il y a eu un petit peu de Michel Charette dans Bruno Gagné, puis est-ce qu'il y a un peu de Bruno Gagné dans Michel Charette? Est-ce que l'un a influencé l'autre pas mal? Bien, inévitablement, dans chaque personnage, je pense que tous les acteurs te répondraient à l'enfer. On part toujours de nous autres pour créer le personnage. Tu sais, je veux dire, on a la chance de beaucoup travailler, mais on n'a pas la chance, comme aux États-Unis ou en Europe, de savoir 1 an d'avance qu'on va faire tel rôle, puis de se concentrer juste là-dessus, puis de travailler avec un coach pour essayer de trouver une démarche, une façon de parler, changer sa voix, un physique différent. On ne peut pas se permettre ça ici parce que, tu sais, je vais peut-être raccrocher avec vous autres tantôt, je vais avoir un téléphone. Hey, on aimerait ça t'avoir pour tel film, on commence à tourner la semaine prochaine. OK. Fait que, tu sais, Bruno Gagné, inévitablement qu'il y avait du Michel Charette dans Bruno Gagné, comme Bruno Gagné est venu m'influencer dans certaines façons. Je n'avais jamais été dans ces eaux-là en tant qu'interprète. J'ai été bâti dans la comédie. J'ai fait énormément de comédie. J'en ai fait du drame, oui, mais pas autant des 11 dernières années. Des 11 dernières années, je dis les 11 parce que dans 30 vies, la quotidienne avant 1731, j'avais la chance de jouer un personnage aussi un peu plus dramatique, moins dramatique que Bruno Gagné, évidemment. Mais c'est sûr que quand Bruno Gagné faisait des blagues ou taquinait ses amis ou tout ça, c'est sûr qu'il y avait beaucoup de Michel Charette qui ressortait là-dedans. Mais quand j'allais dans des eaux plus troubles, plus profondes, dans des situations plus dramatiques, on a tous vécu des situations où ça a été dur dans notre vie, peu importe la façon quoi, un deuil, une situation plate, une maladie, quoi que ce soit. Des fois, je me rattachais à des éléments que j'avais déjà vécus pour aller dans des zones plus intenses pour Bruno. Mais tu sais, comme Bruno, j'ai pas de problème d'alcool, j'ai jamais été obligé d'aller en désintox. Non, absolument. Ça reste une fiction, là. Exactement. J'ai jamais sombré dans la dépression. Tu sais, oui, j'ai fait des crises d'anxiété, puis ça, je sais un peu c'est quoi. Puis, j'ai pas perdu mes enfants puis ma femme dans une terrible explosion. Bon, tout ça. Fait que c'est des éléments que, puis tu sais, on est des acteurs. Fait que le but premier, c'est de jouer et de faire accroire des affaires aux gens, tu comprends? Mais c'est sûr que la personnalité de Bruno, son côté taquin, son côté bien fait, son côté travaillant, c'est toutes des qualités que je m'accorde. Je suis comme ça dans la vie. J'aime ça avoir du fun, j'aime ça faire rire mes amis, mais je suis un travaillant. J'aime le travail bien fait. Bruno, c'était ça. Il se crissait bien de la politique. Lui, c'était sa job, c'était de je veux résoudre les enquêtes. Il prenait ça à cœur. La paperasse, puis tout ça, il n'y en avait rien à cirer. Lui, moi, si je vais être sur le terrain, je veux régler les problèmes, mais j'étais un peu comme ça dans la vie aussi. Moi, quand il y a un moment, ouais, mais il faudrait passer par tel. Qui c'est qu'il faut que j'appelle pour que ça se règle? J'ai pas envie de faire 6 téléphones puis passer par 8 paliers à un moment donné pour arriver à la personne avec qui je veux parler. Je veux parler à une telle personne, j'appelle qui, là, pour que ça se règle rapidement? J'étais un peu comme ça dans la vie, comme Bruno le faisait. Tu sais. Fait qu'inévitablement, dans tous les personnages, il y a quelque chose qui m'appartient. C'est comme dans François Plante, dans Le Bonheur. Cette espèce de naïveté-là peut m'appartenir. Je suis pas un gars de campagne comme lui, il l'était pas. Tu sais, j'ai déjà pété des plombs, jamais contre des enfants ou quoi que ce soit, comme lui, il l'a fait. La fameuse scène du Ça a été bonheur. une soupape aussi pour bien du monde. Puis, tu sais, oui, bon, là, je dévie un peu. Vous me parliez de District 31, je suis rendu dans Le Bonheur. On s'en allait là. On s'en va dans Le Bonheur. Bon, on s'en allait. Parce que si tu permets, là, est-ce que selon toi, parce que tu l'as dit, c'est beaucoup sur la dépression, sur le côté pétage de coche, sur la nouvelle génération. Ton personnage s'exile, veut d'être écrivain. Puis à chaque fois que tu reviens à l'école, ton directeur, il est dépressif, ton meilleur ami est prof d'histoire, doit toujours aborder les faits historiques de façon inusitée. Mais est-ce que tu penses que Le Bonheur, c'est une critique de notre société actuelle? On est vraiment rendu... Tu sais, on se regarde dans un miroir en écoutant Le Bonheur. Ben, c'est sûr que François Havard et Daniel Gagnon, les auteurs, eux autres, ils veulent fesser sur les bien-pensants. Plus ça fait mal dans le jarret, plus ils sont contents. Mais honnêtement, on pensait déranger beaucoup plus avec la première saison. Ah oui? Même, il y avait prévu des cellules de crise. Ça. Écoute, il n'y a pas eu de plainte. Il n'y a eu aucune plainte. Parce que les gens ont compris le 2, 3e, 4e degré de ce que les gens veulent véhiculer. Oui. Si tu écoutes Le Bonheur au premier degré, tu vas être frustré, tu vas être fâché, tu ne croiras pas à ça. Tu vas dire, voyons, ça rit des Noirs, ça rit des Autochtones, ça rit des pauvres, ça rit des gens qui sont non éduqués. Mais comme le faisait si bien Yvon Deschamps il y a 50 ans, eux autres sont un peu dans la même veine. Je ne compare pas ce qu'ils font à Yvon Deschamps, loin de là.
mais on connaît l'humour abrasif d'Avard et Gagnon. Les autres, plus ça fait mal, plus ils aiment ça. Ils règlent des comptes aussi Ils mettent le doigt sur le bobo à c'est ça qu'on veut. Absolument, puis en même temps, absolument. nous autres, notre job en tant qu'interprète, c'est d'essayer que le message passe, mais en faisant rire aussi les gens. Tu sais, je veux dire, je ne sais pas si vous avez écouté la série, mais il y a une scène où il y a des Guatémaltèques qui arrivent, puis ils sont à l'encan, puis ils se font acheter par des cultivateurs, puis ils font j'en veux 5, mais j'y veux propre. J'en veux 10, mais j'y veux pas chialeux. Tu fais, mais ça n'a aucun crise de bon sens. Mais les gens font, malheureusement, le message en arrière, le message de ça en arrière est important pour faire Chris, ils vivent ça, ces gens-là, encore aujourd'hui. C'est inacceptable, tu comprends? Il faut se poser la question, comment les traitons-nous, comment abordons-nous ces situations, absolument. Tout ça, la relation avec son fils, qui pour lui est un grand fainéant, mais on ne peut pas mettre tout le monde dans le même bateau. C'est une partie de la société qui est décrite. Je parle à des jeunes aujourd'hui qui ont, mettons, l'âge de mon fils dans cette émission-là. Chris, sont allumés, sont éduqués, sont politisés, ils savent ce qu'ils veulent, puis sont travaillants. Tu sais, souvent, on met le doigt sur le bobo, sur une infime partie de la population. Tu sais, comme les coucous, les antivax, les complotistes. C'est 1% de la population, mais à un moment donné, on dirait que on donne l'importance tellement à ces gens-là qu'on a l'impression que c'est tout le monde, ce qui est totalement fou. Tu comprends? C'est vrai que les médias sociaux aussi n'aident pas dans la cause. Exactement, c'est ça génère beaucoup de ça. Ce que Havard et Gagnon font, c'est qu'ils font casse. Nous autres, on fait sur le bobo, puis il y a des gens qui vont se reconnaître, oui, mais la majorité des gens vont faire « Hey, j'ai un beau-frère de même. Hey, Chris, mon cousin, il est de même. Mon voisin, il est de même. » sans nécessairement que ça se rattache à eux puis que ça les concerne directement, tu sais. Fait que oui, tu as tout à fait raison. C'est un portrait de la société, mais c'est une critique sociale aussi qui est là, tu sais, dans le sens que il y a des affaires encore en 2022 que les gens font, que les gouvernements font, qui n'ont aucun crise de bon sens, mais c'est encore là, tu comprends? Mais sinon, peux-tu m'expliquer la 5G? C'est ça, c'est de la 5G. C'est de plus que 4, c'est moins que 6. C'est une scène culte. C'est comme le personnage de Guillaume Cyr, le complotiste. Jocelyn, c'est extrapolé, c'est gros, c'est 1000 fois, mais tu sais, Guillaume le joue vrai, il l'a rendu sympathique, il l'a rendu bon enfant, il l'a rendu naïf. C'est ce qui fait que ça passe aussi, tu comprends? Ben oui. Et si moi j'ai un beau-frère comme ça, probablement que j'y parlerai plus aujourd'hui, mais Jocelyn, je peux pas y parler parce qu'il est sympathique, il est drôle, il me fait rire, puis tout ça. Puis c'est dans le contexte de l'émission. En fait, tout marche si tu prends ça au 2, 3, 4, 5e degré, tu comprends? Oh, ben oui. En train de lire la deuxième saison. Chris, la première saison, vous n'avez rien vu encore. Là. Mais justement, 10, là. On doit s'attendre à quoi durant la deuxième saison? Si tu peux en parler, bien sûr. Là, je ne veux pas non plus... tu sais, la dernière saison, ça a fini que ma blonde, moi, je voulais vendre puis retourner en ville. Ma blonde a dit non, on va rester puis on va en faire un bed and breakfast. Un bed and breakfast. J'ai de la misère à dire ça. Ça part là. Un couette et café. La deuxième saison part là. Fait que, imaginez toutes les situations qui peuvent arriver à Cuvette, où ça sent constamment la merde, où il n'y a pas de réseau, où c'était dans un champ perdu, ils veulent faire un bed and breakfast. Eh boy. Fait que, pensez à toutes les situations. On peut voir le portrait. Pensez à toutes les situations qui se peuvent. Évocateur. Puis c'est 100 fois pire ce qui va arriver. Voilà. Oh boy. Les tournages sont débutés. Non, on commence ça au milieu. Non, on commence à l'automne. L'année passée, on avait tourné à l'automne. On tourne encore à l'automne. C'est plus simple pour tout, pour les lieux, pour la disponibilité de tout le monde, la végétation, tout ça, ça va être super. Tu sais, c'est vraiment, le spot est hallucinant. Là. Dans mes rêves les plus fous, j'imaginais ça comme ça. Quand je suis allé visiter la ferme, le monsieur qui était là, M. Bertrand, le propriétaire était là, Bertrand Bergeron, monsieur. Écoute, un monsieur de 80 ans, hyper sympathique, content, puis écoute, il y a immense, c'est grand, son terrain, c'est immense. Puis, fait qu'on retourne là, ça va être vraiment trippant. J'ai bien hâte de voir ça. Nos personnages favoris vont revenir, l'agent d'immeuble, les professeurs à l'école, mon meilleur ami, le psychologue. Tu sais, c'est des personnages que les gens se sont attachés, puis tout le monde va être là, puis on va être plus fou que jamais. Tant que tu ne maltraites pas de poule, moi, ça me va.
Non, je ne maltraite pas les poules, je les flatte, puis je les caresse, puis je les embrasse. C'est à peu près ça l'acteur au Québec qui aime jouer avec des poules. Oui. On va faire juste un petit saut dans le passé, mais pas très loin. Un petit saut du côté des planches, parce que l'année dernière, tu as joué dans Le Vrai Monde, pièce de Michel Tremblay. J'ai d'ailleurs assisté à cette pièce-là. J'ai été soufflée. Bravo pour la performance. Moi, c'est une pièce que j'ai toujours adorée, en fait, Tremblay. Je pense que je l'ai dans les veines. Mais justement, c'est ça. Donc, c'était un rêve, je crois, d'avoir d'interpréter le père dans cette pièce-là. C'est une espèce de consécration de jouer du Tremblay au Québec pour un comédien? Surtout devant lui, en plus, de son vivant. Oui, c'est ça. Je veux dire, les Français veulent jouer Molière, les Anglais veulent jouer Shakespeare, les Américains veulent jouer... mon Dieu, il y en a tellement d'auteurs américains. Ils veulent jouer du Mamet, ils veulent jouer du Shepherd, du name it, là, je dis des noms, mais fait que nous autres, les Québécois, on veut jouer du Tremblay, c'est notre langue, c'est nous autres, tu sais. 1988, j'ai 18 ans. Je veux faire du théâtre. Mon mentor, Henri Chassé, avec qui j'ai commencé à faire du théâtre au collège, m'a dit... Qui a fait la mise en scène. Qui a fait la mise en scène du Vrai Monde. Il dit, si tu veux être comédien, tu veux faire du théâtre, il faut que tu envoies. Fait qu'il dit, il y a une nouvelle création de Michel Tremblay qui s'appelle Le Vrai Monde. C'est au Théâtre Outremont. Je vais t'amener voir ce show-là. Il m'amène voir ce show-là. J'étais avec lui, j'étais au balcon. Je t'en parle, j'ai encore les frissons. J'ai capoté ma vie. J'ai fait quel grand texte. Les acteurs étaient hallucinants. Et c'était ma vie aussi. Tu sais, moi, j'ai eu une relation trouble avec mon père. Pas aussi intense que ça, mais tu sais, je voulais être acteur. Mon père, tu sais. Mais mon père c'était ça. Mon père allait travailler, ma mère elle faisait à manger, mon père amenait l'argent. C'était ça, c'était ma vie. Tu sais, je veux dire, ça se passe dans les années 60. Moi, ça se passait dans les années 70, 80, mais c'était pas long, ça fait pas longtemps. Fait que c'était ça, tu sais. Évidemment, c'est une fiction puis tout ça. Et moi, je suis persuadé que c'est le chef-d'œuvre à Michel Tremblay, c'est sa pièce, c'est son œuvre, ça n'a aucun bon sens. Donc, j'ai ça, puis je me dis un jour, je veux jouer cette pièce-là. Je veux jouer le père. Le rôle du fils m'intéressait moins, mais le rôle du père, je trouvais... Parce qu'en fait, il y a deux rôles de père. Il y a Alex 1 et Alex 2. Oui. Parce que la pièce... faut faire une pièce dans une pièce. Une mise en abîme. Une pièce dans une pièce. C'est l'auteur, Claude, qui écrit une pièce sur sa famille. Et pendant qu'il raconte la pièce à sa vraie famille, la fausse famille évolue aussi sur la scène. C'est tellement bien fait. Il n'y a pas un mot de trop dans cette pièce-là. Bref, le temps passe. J'ai toujours cette pièce-là dans la tête. Elle joue quelquefois au Québec, mais j'ai jamais osé aller la revoir parce que je voulais rester imprimé de ce beau souvenir-là, de la création avec Gilles Renaud. L'original, oui, l'original, c'est une chance avec Gilles Renaud, Rita Lafontaine, Angèle Coutu, Raymond Bouchard, Monique Spaziani, maudite affaire, Sylvie Ferlatte, je comptais, puis Patrice Cocro qui jouait le fils. Puis j'ai dit, moi, je veux pas avoir, je veux garder ce beau souvenir-là. Les années passent, j'ai l'expérience que j'aime pas ce mot-là, mais une petite notoriété qui fait que les gens puissent m'écouter, puissent m'écouter. À un moment donné, je fais, c'est là, le timing est parfait. Alors, je parle à Lorraine Pintal parce que je vais lui donner le crédit. J'écoute Lorraine, mon rêve, c'est de jouer Le Vrai Monde. J'aimerais ça la jouer chez vous au Théâtre du Nouveau Monde. Elle m'écrit, me dit, quel beau projet. Oui, j'en tente au bout. Elle m'a dit, Michel, l'année prochaine, je monte Milligan, la version de Michel Tremblay. Elle dit, je peux pas programmer 2 Michel Tremblay back-à-back, c'est impossible au Rideau Vert. Faudrait laisser passer 3, 4, 5 ans. Es-tu prête à attendre? Je fais non, je veux le faire tout de suite. Elle m'a dit, pourquoi tu vas pas voir Denise au Rideau Vert? C'est eux autres qui l'ont créé. C'est eux autres qui ont mis Michel Tremblay sur la map. Elle dit, je vois tellement cette pièce-là au Rideau Vert. Ouais, elle dit, va voir Denise avec ça. Elle dit, je suis sûr que j'appelle Denise. Elle me dit, parfait, je vais te recevoir. Entre-temps, j'appelle Henri, j'aimerais ça aller dîner avec toi. Il dit, hey, super, pas de problème. On va dîner, je l'amène manger à l'Express, la place des acteurs, puis bon, c'est bon du tout Montréal. C'est bon aussi, tu sais. Fait que là, Henri est convaincu, je vais lui offrir un rôle dans une pièce de théâtre d'été ou un enfant dans le même, tu sais. Puis là, on commande du vin, puis je dis, bon, j'ai dit, écoute, te souviens-tu quand on est allé voir Le Vrai Monde en 1988 où on se met à parler de la pièce? Je dis, ben, je veux la jouer. Puis là, lui, il se dit, OK, ça veut dire que tu aimerais ça te faire Alex 1, moi, Alex 2, tout ça. Je fais non. Et que tu fasses la mise en scène. Et là, Henri est comme soufflé, il prend une gorgée de vin. Je ne s'attendais pas du tout à ça. Là. Non, parce que bon, Henri a joué 300 000 pièces de théâtre, puis il a tout joué puis sur toutes les scènes. On n'a jamais fait appel à lui pour de la mise en scène, et c'est un très grand metteur en scène, j'en suis convaincu, pour m'avoir fait tellement diriger souvent par lui au secondaire,
mes auditions pour entrer dans les écoles, notre pièce de finition au conservatoire, mes auditions pour le Katsu. Il m'a dirigé énormément. Donc, il prend une gorgée de vin, il fait oui, ça me tente. Et là, je le vois commencer déjà à travailler dans sa tête. Parfois, on a un meeting avec Denise la semaine prochaine pour présenter la pièce. J'y explique que j'avais déjà approché Lorraine au Rideau Vert, ça a pas au Théâtre du Nouveau Monde pour les raisons que je vous ai expliquées. On rencontre Denise et Céline Marcotte, la big boss du théâtre. Ils nous écoutent. Denise, dans son franc-parler, regarde en rien. Elle fait, tu fais la mise en scène, toi? Ah! Elle me regarde, elle fait, je pensais pas que tu le rejoues au théâtre. Je dis, ben oui, tout ça. Et on fait, écoute, on regarde ça, puis on vous en reparle. Mais le meeting a bien été. On sent les bonnes vibes. Ils nous rappellent une semaine après, ils vont dire, c'est beau, on la programme 2020. Et là, la COVID arrive, tout ça. Donc, c'est retardé. Ils ont dit, c'est rendu en 2022 parce que tous les choix étaient retardés. Pas de problème, ça va, ça me tente. Le printemps arrive. L'année passée, on commence à répéter février-mars parce qu'on commence à jouer fin avril, mai, début juin. Là, moi, je suis dans le district 31 par-dessus la tête. On répète en ne sachant pas si on va jouer. Parce qu'on ne sait pas encore si ça va parce que c'était pas ouvert. Ben non. Mais notre mandat, nous autres, c'est d'amener le show jusqu'à la générale. Après ça, on va-tu jouer, on va-tu pas jouer, on ne sait pas, parce que les 2 shows d'avant nous autres ont été annulés en dernière minute. Mais on répète, puis ça va bien. Puis là, tout le show, il faut qu'il soit placé à 2 mètres. On ne peut pas être les acteurs plus proches de 2 mètres. Ça complique la donne. C'est une autre dynamique. Mais en respectant quand même la vision du metteur en scène. Et là, à un moment donné, on apprend que oui, ça rouvre, les théâtres rouvrent. On fait « Yes! On va jouer de genre devant 200 personnes. » 3 semaines avant première, ils font on va jouer devant 80 personnes. Hey, là, ça se met à annuler toutes les affaires. Et Henri a monté la pièce comme s'il fallait être toujours à 2 mètres. On la présente. Ça a été le plus beau trip de ma vie théâtrale. J'ai beau avoir joué 800 fois Ladies Night, cette pièce-là, la réaction a été extraordinaire. Ouais. Tous les acteurs, ça a été comme une épiphanie, sincèrement. On n'aurait pas pu demander meilleur acteur pour le casting. Ça marchait, tout était là. Et Henri me disait, la remontée aujourd'hui, en n'ayant plus de consignes sanitaires, je ferais la même mise en scène. Ça marche tellement. Ah, absolument. On ne s'en rendait pas compte pour l'avoir vu. Je prenais ma blonde dans mes bras. C'est parfait. C'est ça, oui. Et la beauté de la chose, c'est que là, on s'en va en tournée l'hiver 2023 formidable. au Québec. Et c'est drôle parce que je pars demain à Paris. Je m'en vais rencontrer Ariane Nouchkine, qui est Madame Théâtre dans le monde. Oui. Théâtre du Soleil, tout ça, qui a fait un film fabuleux sur Molière. Elle a accepté de nous accueillir, puis on s'en va jouer cette pièce-là l'été prochain, pas cet été, l'autre. Jouer 1 mois à Paris dans son théâtre, la Cartoucherie à Paris. Incroyable. On part demain juste pour aller défricher le terrain, rencontrer Ariane, voir les installations, puis tout ça. Écoute, quelle belle nouvelle! Je comprends, mais c'est fabuleux. Il faut qu'ils vivent ce projet-là davantage. Ariane, elle capote sur Michel Tremblay. Elle vient de monter Les Belles-Sœurs en Portugais au Brésil avec des actrices brésiliennes. Incroyable. Écoute, c'est fou raide, ce projet-là. Malade. Je suis désolé, je parle beaucoup. Dans les bonnes nouvelles, le 22 février dernier, tu as signé avec Comédia pour un spectacle solo qui devrait voir le jour en 2024, si je ne m'abuse, et une série télé. Oui, une série télé que je suis en train de développer avec François Chénier et Dominique Sillon, qui est notre script éditeur. Dominique Sillon, qui fait partie de Dominique et Martin. Oui. Le duo, c'est le petit qui manque un œil. Ça, c'est toujours drôle quand je dis ça. Mais c'est un gars extraordinaire. On me l'avait suggéré pour être le script éditeur de la série qu'on développe chez Comédia. Un humoriste, je n'étais pas sûr, j'avais peur qu'on n'ait pas la même vision des affaires. Écoute, ça a été une symbiose extraordinaire. J'ai jamais vu un gars travaillant comme ça. L'année passée, j'ai fait un gala Comédia avec Gildor Roy. J'ai demandé que ça soit lui qui soit mon script éditeur. Ça va passer quand, le balado? Dans 2... Dans 2 jeudis. OK, je peux dans vous 2 dire, semaines. Je pense que je peux vous dire, mais je vais encore animer un gala Comédia l'année prochaine. Oh, on a un scoop! Oui, je sais, mais il ne faut pas que ça sorte tout de suite parce qu'ils vont faire une. Tu sais, bon, je vous fais confiance. Tout ça. Oui. Et là, c'est encore lui qui va faire ma script édition. Ceci dit, bref, Comédia m'ont vu animer l'année passée pour mon gala. Ils m'ont trouvé efficace. Ils ont trouvé que c'était drôle puis ça marche bien, tout ça. T'aimerais-tu ça faire un one-man show? Ça fait longtemps que ça me trotte dans la tête. J'ai fait, hey, j'haïrais pas ça me tente au bout. Fait que ces gars, on a, avec Lenny Jo Goudreau, qui est producteur chez Comédia, que je le connais depuis qu'il est ticu, c'est son père qui produisait les Boys. Donc, j'ai connu Lenny Jo très jeune. Fait qu'on a des super beaux projets ensemble, puis tout ça. Donc, Lenny Jo me dit, écoute, on veut faire une série avec toi, ça te tente-tu? J'ai dit oui. Fait que j'ai développé un projet avec François Chénier. Dominique Sillon s'est greffé à ça. Ça s'appelle Marco Lachance. On a présenté ça à Belle. Belle, on dit oui. Ils embarquent dans notre folie.
Fait que là, on est en développement, on est en train de travailler, des textes d'écrit, la Bible est faite, tout ça est fait. Fait qu'on est super excités de Ça développer. serait dû pour quand, ça, à peu près? Ben écoute, si tout va bien, on tournera en 2023 OK. pour être diffusé probablement à l'hiver 2024. Donc, pendant que ça va être diffusé, moi, je vais roder mon one-man show parce que oui, je fais un one-man show que je vais écrire en entier avec François Chénier, mon meilleur ami d'envie avec qui j'écris toutes mes affaires. Fait que c'est ça les beaux projets qui sont là sur la table. Je vais faire de la radio cet été. Ben oui, c'est ça, parce qu'à partir du 20 juin, Rouge FM, de 16 à 18 heures, donc tes 5 à 7 de tout l'été sont prévus. Exactement, ça va s'appeler Copilote pour l'été avec ma grande chum Jessica Barker. Fait qu'on capote, on tripe, on est super contents. Hier, on a fait un premier pilote, on va en faire un autre dans 2 semaines. On fait nos classes, on travaille fort. Je veux dire, les gens, je pense que quand on va commencer le show, on va être prêts, puis les gens vont triper. Puis, ils vont être au rendez-vous, je suis pas mal sûr. Sans doute. On aime ça terminer nos entrevues avec une question impossible. Vas-y. Tu évolues autant de façon magistrale en comédie ou en drame. Si tu avais c'est hypothétique, là. Tu n'as pas le choix. On oublie, je l'invitais à choisir. Oui. Tu peux juste jouer à l'avenir du drame, de la comédie. Lequel choisis-tu? La comédie. Comédie? Oh, ah oui! J'ai grandi là-dedans, j'ai été formé là-dedans. Faire rire les gens, ça n'a pas de prix. C'est extrêmement difficile de faire rire les gens. C'est beaucoup plus complexe faire rire une salle que de la faire pleurer. Que de la faire mécanique, vous le savez. Vous es humoriste en plus, je pense, ou tu fais de la comédie? Moi? Ouais, non. T'es bien renseigné. Non, mais tu as fait l'école d'humour aussi. J'ai fait l'école d'humour dans une autre vie. Tu sais, c'est quoi? Oui, non, mais je sais. J'ai eu François Havard comme prof, d'ailleurs. Mais tu langues dans le toit, tu sais, c'est quoi, tu comprends? Mon Dieu, j'ai un peu parlé de toi. C'est tellement grisant de faire rire des gens. Oui, c'est vrai. Puis, tu sais, c'est une question de timing. Tu dis ton punch une seconde trop tard, une seconde trop vite, ça marche pas. Mais c'est tellement satisfaisant. Si ton partenaire avec toi, il te lance pas la POC comme du monde, si le gars... C'est pour ça que François Chénier, pour nous autres, ça a été un dieu sur Radio Enfer, parce que c'était le meilleur straight man qu'on pouvait pas avoir. Parce qu'au départ, c'était supposé être Carl, le personnage comique de la série. Mais quand on est arrivé, moi puis Robin, pour faire Léo puis Jean-Loup, Chris, c'était écrit qu'on soit drôle. Et François, avec la grande humilité qu'il a, il dit « Hey, les boys, ça va être vous autres, les comiques. Moi, là, je vais être le straight man, puis je vais être le meilleur straight man pour vous autres. Je vais faire le jeu, je vais vous passer à la passe, vous avez juste à shooter dans le dedans. » Et ça a été ça. Et François, il a eu cette humilité-là. Donc, quand ton straight man est bon, c'est extraordinaire. Mais comme comique, c'est le fun aussi de laisser la place aux autres. Puis moi, j'aime ça. Ben oui. Tu sais, dans Marco, oui, mon personnage est drôle, mais je suis content quand les autres scorent aussi. Pareil quand je fais de la scène. Là, ça m'inquiète parce que je vais être du seul sur scène. Habituellement, j'ai mes partenaires. Tu sais, Ladies Night, c'était hystérique dans la salle. Oui, puis tu te nourris de ce que les autres, de tes partenaires. Ben oui. Mais oui, je ferais de la comédie parce que je ne me tannerai jamais de faire de la comédie. Je ne me tannerai pas de faire du drame. Mais je ne sais pas. Surtout sur scène, je pense que c'est tellement grisant quand il y a 1000 personnes qui se pissent dans ces culottes là, puis qui se frappent les genoux à coups de poing parce que tu les as fait rire. C'est capoté. Là. Fait que je pense que je ferais juste ça. Là. Eh bien, encore une fois, un immense merci. Entrevue digne d'un grand et on ne te souhaite que du succès pour tes projets futurs. Vous êtes bien gentil. Puis lâchez pas, c'est bien bon votre affaire. Vous posez des questions qu'on ne se fait pas poser habituellement. Ah, ben tant mieux. Et ça, c'est grâce à Promédia. Vous êtes bien bon. Non, mais vous êtes super bon, vous êtes naturel, puis vous n'êtes pas là pour nous mettre en boîte. Tout ça, c'est extrêmement important. Pas du tout, mais merci de ton temps. Ça se peut-tu aimer quelqu'un encore plus? Je crois que oui. Ben, c'est le cas. On remercie encore Michel Charette d'avoir été avec nous cette semaine. Et continuez de nous suivre les mercredis 16h pour les émissions régulières et les jeudis 16h sur notre chaîne YouTube pour d'autres entrevues. Sur ce, bye!